Et on reste au téléphone. On va parler au professeur Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval. Bon après-midi, professeur Taillon. Bon après-midi. Pour une fois, professeur, on est en train de juger un juge, un juge de la Cour d'appel, on sait que la Cour d'appel du Québec doit dire son mot sur la question de la laïcité qui revient, n'est-ce pas, en Cour d'appel, qui revient en Cour d'appel. Mais sur cette loi, la Cour d'appel doit donner un verdict. Et puis, on sort une déclaration d'un des trois juges à savoir que la loi sur la laïcité de l'État est comparable à deux autres pouvoirs exorbitants que le gouvernement fédéral n'oserait plus invoquer. Alors, est-ce que pour vous, c'est correct de sortir cette citation d'un juge bien avant qu'il ait eu à juger d'une loi pareille comme la laïcité de l'État? Est-ce que vous trouvez que c'est correct de faire ça? Bien, écoutez, les juges exercent un pouvoir qui est important dans notre société et ils ont évidemment des comptes à rendre, des obligations de transparence. Leur passé existe. Ce sont pas. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'une espèce de sacralisation des juges ou une sacralisation du droit. Ce qu'ils font comporte l'exercice d'un pouvoir très important qui, à partir de 1982, s'est considérablement accru parce qu'avec l'adoption de la Charte canadienne, on leur a donné le pouvoir de se hisser au-dessus des lois, de se hisser au-dessus du législateur pour faire prévaloir leur interprétation de garanties qui sont très larges et très vagues, comme la liberté, l'égalité, etc. Et depuis, ils font leur possible, ils exercent du mieux qu'ils peuvent leur pouvoir pour essayer de jouer ce rôle qui est extrêmement difficile. Et ce rôle-là, il faut quand même, si on veut que les droits et libertés aient un sens dans la société, je ne crois pas que la solution consiste à sacraliser la parole des juges et d'agir comme si leur jugement était toujours parfait et qu'ils ne commettaient jamais d'erreur, mais au contraire, à démocratiser le discours sur le droit, le discours sur les droits fondamentaux, pour que dans la société, on puisse aussi débattre de ce qu'on pourrait appeler la culture des droits, comment les citoyens perçoivent les droits, les libertés, les fondements de l'État qui nous rassemble, et de manière à ce que ça soit un savoir qui puisse vivre dans la société. Oui, Et oui, au Canada, il y a des problèmes avec le processus Mm. de nomination des juges, des Oui. problèmes graves, et soit le fait de nommer ces problèmes-là, à mon avis, c'est nécessaire de les nommer pour qu'un jour des améliorations puissent être apportées. Et c'est ceux qui refusent de nommer ces problèmes-là qui, d'une certaine façon, se font complices d'un système qui, évidemment, ne peut pas être parfait, mais se font complices d'un statu quo qui mine la confiance du public dans l'administration de la justice. Mais il reste que on fera ce qu'on voudra. Les juges, comme vous l'avez dit aussi, il faut sacraliser personne et dire rien. C'est des humains et ils vont avoir leurs opinions. Que le juge ait fait une telle déclaration par rapport à la clause dérogatoire, est-ce que c'est pas correct? Surtout si Non, c'est non, un... tout à fait. Il faut le. Je le déclarais moi-même dans le reportage de Patrick Belrose qui rapportait les déclarations passées du juge Morissette. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui disqualifie le juge Morissette dans le fait d'avoir jadis, alors qu'il était professeur d'université, fait son travail, exercé sa liberté critique, exercé sa liberté d'expression, et ça disqualifie en rien le travail et la compétence de ce juge-là d'arriver avec son bagage de valeurs, d'opinions. Ça fait partie du jeu. Le problème au Canada, c'est pas un juge, c'est pas le juge Morissette qui est parfaitement compétent. Là n'est pas l'enjeu. Le problème, c'est que on habite dans un système, une fédération, et normalement, dans les fédérations, le choix de l'arbitre pour trancher les litiges entre, chez nous, les provinces et le fédéral, ben, ça prend un arbitre indépendant.
Or, chez nous, c'est comme si à chaque fois que le Canadien de Montréal affrontait les Maple Leafs de Toronto, tous les arbitres étaient choisis parmi des gens compétents. C'est pas un enjeu de compétence, mais tous les arbitres étaient choisis par le directeur général des Maple Leafs de Toronto. Si c'était le cas, si à chaque fois qu'il y avait un match Canadien-Toronto, les arbitres étaient choisis par Toronto, mais c'est clair qu'à Montréal, il y aurait un problème avec des apparences, il y aurait une perte de confiance du public dans l'administration de la justice. Et donc, c'est un peu ça qu'on vit dans la relation Québec-Canada. C'est ça que voulait corriger l'accord du Lac-Meach, c'est ça que voulait corriger l'accord de Charlottetown. On a un problème avec la nomination des juges, qui est un processus très opaque, très concentré dans un monopole qui est accordé au pouvoir exécutif fédéral. Et ça fait en sorte qu'il y a une surreprésentation au sein de la magistrature de juges qui, tout en étant parfaitement compétents, c'est pas ça la question, ils sont parfaitement compétents, mais ce sont des juges qui, de façon, en grand nombre, représentent, incarnent les valeurs, les idéologies, les sensibilités politiques qui sont celles des partis qui accèdent au pouvoir au niveau central. Est-ce qu'on n'est pas, est-ce que lorsqu'on on porte un jugement comme ça par rapport à ces juges-là, uniquement parce qu'ils sont nommés par le fédéral, est-ce que c'est pas parce qu'on est teinté au départ, parce que on pourrait prendre pour acquis que tout le monde reconnaît l'existence du Canada et tout le monde, tous les Canadiens travaillent pour l'avancement du Canada? Ben oui, là n'est pas vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est que normalement, si on prend l'accord du Lac-Meach, on dit, bon, OK, la nomination des juges, c'est l'arbitre entre ceux qui veulent un Canada centralisé et ceux qui veulent un Canada décentralisé, entre le fédéral et les provinces. Et dorénavant, il faut un mécanisme de co-nomination. Cette réforme-là a été proposée, elle a échoué. On était très nombreux au Québec, puis même ailleurs au Canada, à trouver que c'était opportun. Ça ne disqualifie pas les juges qui sont nommés, mais critiquer le biais structurel que ça inclut, c'est pas remettre en question l'autorité des tribunaux. Demain, il y a une décision qui va être rendue, et ça va être une décision qui va faire le droit. Personne ne remet en question l'autorité des tribunaux, mais il faut quand même savoir nommer le problème, nommer le malaise. Et le malaise, il est là, peu importe ce que les juges vont décider demain. Parce que le dossier est éminemment politique. Des juges qui savent qu'ils ont cette perception. La Cour suprême avait parlé en 2014 dans une affaire qui portait sur la nomination de l'un de leurs collègues, de l'importance de maintenir la confiance de la Cour au Québec. Donc, elle parlait de l'importance de maintenir un lien de confiance. Donc, les tribunaux, ne serait-ce que par cette décision-là de 2014, nous ont bien démontré qu'ils ne sont pas complètement insensibles à la manière dont ils sont perçus au Québec, puis aussi ailleurs au Canada. Et donc, ça pourrait jouer dans les deux sens. C'est-à-dire que ce problème de nomination qui place les juges de la Cour d'appel un peu comme étant structurellement tous nommés par le fédéral, pourrait les amener à écouter avec plus d'attention le point de vue du Québec, sachant qu'ils sont perçus comme étant plus associés au fédéral. Et à l'inverse, ça pourrait avoir l'effet contraire. Puisqu'ils ont davantage des valeurs, puisqu'ils sont nommés, ils sont tous nommés soit par le gouvernement Trudeau ou quelques-uns par le gouvernement Harper, mais ça pourrait les amener à avoir une décision qui traduit, qui reflète les valeurs des partis du Canada central. Mais professeur, on s'entend, l'essentiel dans ce débat-là, c'est de savoir est-ce qu'il est de bon augure dans une société démocratique d'avoir recours à ce qu'on appelle la clause dérogatoire pour mettre à l'abri, quelle que soit la loi. Par exemple, et vous êtes constitutionnaliste, vous savez que le Parlement pourrait faire une loi en disant les professeurs d'université ne doivent pas sortir de chez eux à partir de 18 heures le soir, et puis quoi que vous fassiez là, je mets à l'abri. Je mets à l'abri. Oui, je mets à l'abri cette loi à cause de la clause dérogatoire. Tout le monde a toujours une certaine répugnance à utiliser la clause dérogatoire. Et... Non, moi, la disposition dérogatoire, je suis ni pour ni contre. Je suis ni pour qu'on l'idéalise, ni pour qu'on la démonise. Ça dépend ce qu'on en fait. Et l'utilité de cette clause, ça dépend ce qu'on en fait.
Si un jour, parce que c'est long, là, la vie, là, si un jour la Cour suprême du Canada décidait d'imiter la Cour suprême des États-Unis sur la question de l'avortement, je serais très heureux, très fier de vivre dans un système où le pouvoir politique pourrait répliquer à un tel jugement. Et sur la question de la laïcité, ben, c'est pas une science exacte, hein. Vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu 24 décisions sur 27 qui reconnaissaient aux États la marge de manœuvre de légiférer en la matière. Au Canada, ben, on a des juges qui ont d'autres valeurs, d'autres idéologies, et on n'a aucune décision équivalente pour le moment. Bon, est-ce que ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme est dans l'erreur, ou c'est la Cour suprême qui est dans l'erreur? Moi, je vois pas ça comme ça. Mais chose certaine, qui décide, dans quelle société, dans quel contexte, ça influence la manière dont on interprète les droits et libertés. Il faut le système de justice, surtout lorsqu'il est question d'enjeux constitutionnels et de valeurs et de garanties aussi vagues que les libertés, c'est pas une science exacte. Le choix de l'interprète et le travail de l'interprétation laissent une très, très grande marge de manœuvre. Et c'est ça le système qu'on a voulu. Mais du moment où on donne un tel pouvoir et une telle marge de manœuvre à des juges non élus, la manière dont on les choisit devient très importante. Et vous savez, professeur... Il faut à partir de là accepter de parfois débattre et de parfois améliorer le processus de nomination. La Cour fédérale en Ontario a rendu un jugement au début du mois pour invalider et condamner et déplorer l'inaction du gouvernement Trudeau dans le dossier de la nomination des juges. Des dizaines et des dizaines, voire des centaines de postes sont en attente. Pourquoi? Parce que c'est long, on veut faire des vérifications pour être sûr que les juges que l'on nomme sont proches du parti. Les bonnes personnes. Exactement, les bonnes personnes, dans tous les sens du terme. Et donc, on le voit, là, c'est pas Patrick Taillon à l'Université Laval qui critique le processus de nomination. C'est un juge de la Cour fédérale qui dit, à l'intérieur du système, ça ne marche pas la manière dont le processus de nomination fonctionne. En tout cas, professeur, moi, je dis souvent à mes auditeurs que notre système, c'est le meilleur des pires systèmes qui puissent exister. Effectivement. Effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas débattre de la manière de l'améliorer et de renforcer la confiance du public dans nos institutions par des institutions qui sont où les gens qui exercent le pouvoir sont mis en place selon des procédures qui font consensus. Patrick Taillon, professeur de droit constitutionnel à l'Université Laval, on prendrait des heures et des heures à parler de ce dossier extrêmement intéressant, mais demain, on va avoir un jugement, on va voir. Oui. Merci beaucoup, professeur. Au revoir. Merci. Au revoir.